regarde un arbre bronchique qui est représenté ici, donc on a des divisions bronchiques et les bronches diminuent de diamètre. Regardons quel est le diamètre au niveau de ces différentes générations bronchiques. Au niveau de la trachée, donc on a un seul tube et il est à peu près égal à 2 cm de diamètre. Enfin, la trachée elle a à peu près 2 cm de diamètre. Donc ça fait une surface de section de 2,5 cm² à peu près. Si on continue à descendre dans l'arbre bronchique, en fait on a donc des divisions bronchiques importantes qui se multiplient jusqu'à des générations 12 à 23 là, de divisions. Le diamètre diminue. Mais en fait, vu que le nombre de bronchioles a énormément augmenté du fait des divisions bronchiques, à ce moment-là, si on regarde la surface de section, on a une surface qui est bien supérieure à la surface initiale de section de la trachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en fait, on peut considérer l'arbre bronchique de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au départ, on a un tuyau fin qui finalement va, la quantité d'air ici qui va s'écouler dans ce tuyau fin va finalement ensuite s'écouler dans une espèce de tuyau qui s'est agrandi en surface de section, puisque on a toutes nos divisions bronchiques qui s'additionnent en surface de section. Donc finalement, ça veut dire que la vitesse d'écoulement de l'air va diminuer. Elle diminue dans les petites bronches par rapport aux bronches centrales, aux voies aériennes centrales. Donc la vitesse diminue, mais la résistance aussi, elle diminue. Donc c'est ce qu'on voit sur ce schéma. Si on regarde la résistance en fonction de la génération des voies aériennes, en fait la résistance des voies aériennes, elle est essentiellement importante dans ce qu'on appelle les voies aériennes centrales, alors que les voies aériennes périphériques, finalement, offrent une résistance bien moindre à l'écoulement de l'air. Donc ça, c'est chez le sujet sain. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc normalement, oui. Alors là, peut-être que je vous parle de cette deuxième proposition là. Ça, on l'avait déjà vu aussi au premier cours. Vous vous rappelez, je vous avais dit, en fait, au premier cours, on se focalise sur le poumon parce que le travail des muscles nécessaire pour vaincre la résistance des voies aériennes est bien moindre à l'état normal que celui nécessaire pour vaincre les forces élastiques des poumons, si vous vous rappelez. Je vous avais dit ça, et donc je vous avais cité la résistance des voies aériennes, je vous avais dit on la néglige. Bon, maintenant, évidemment, puisque c'est le sujet du cours, on ne la néglige plus. Et donc, si on regarde où est située cette résistance, quelle est-elle? Elle n'est pas importante, elle n'est pas très importante par rapport aux forces, à la compliance, enfin, aux forces élastiques du poumon. Elle n'est pas très importante, mais néanmoins, elle existe et elle est située essentiellement, 80% de la résistance intrathoracique est située au niveau de la trachée et des bronches. Donc ça, c'est chez le sujet sain, d'accord? Quand vous avez une contraction diaphragmatique et que du coup vous avez une modification de votre volume pulmonaire, la contraction diaphragmatique, la force qui est développée par le muscle, elle va permettre à la fois de vaincre les forces élastiques des poumons et également de vaincre la résistance des voies aériennes pour permettre un débit dans les voies aériennes. Et cette résistance, elle est essentiellement située dans les bronches centrales. Mais on a vu, d'après la structure, que les bronches, les trachées, les bronches centrales, elles vont avoir pas mal de cartilage, et donc finalement ça va les permettre de maintenir un certain diamètre. En revanche, les voies aériennes qui sont en deçà de ces grosses bronches, elles n'ont plus de cartilage et elles ont du muscle bronchique qui peut se contracter. Ça veut dire que les bronches moyennes et les bronchioles peuvent avoir une diminution de leur diamètre s'il y a une contraction du muscle bronchique. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va augmenter énormément la résistance des voies aériennes à ce niveau. Alors, c'est ce qu'on voit, et donc c'est là où, en fait, en pathologie, parce que normalement, le muscle bronchique, il n'est pas censé se contracter énormément, il est de base, il a une certaine contraction, mais pas plus. Et donc, dans certaines pathologies, si on a une contraction anormale du muscle bronchique, on va avoir du coup une augmentation des résistances des voies aériennes au niveau des petites voies terminales ou des petites voies aériennes, et donc le muscle diaphragmatique ou les autres muscles aspiratoires vont devoir fournir un travail supplémentaire pour arriver à vaincre cette résistance. Alors, pour vous donner une idée, vous avez tous été enrhumés et vous vous êtes vite rendu compte que même s'il y a de l'air qui passe au niveau du nez, si ce n'est pas complètement bouché,
assez vite, vous allez respirer par la bouche parce que c'est trop fatigant. En fait, ça demande un effort trop important de vaincre cette résistance des voies aériennes puisque votre nez est partiellement bouché. C'est exactement la même chose, sauf que vous en avez moins conscience et que ça vous arrive moins parce que vous êtes jeune et bien portant, mais c'est exactement la même chose qui se passe au niveau des bronchioles ou des petites bronches s'il y a une contraction du muscle bronchique. Alors, quelle est la maladie qui va donner une contraction du muscle bronchique de manière anormale? Je pense que vous avez tous entendu parler, et vous allez tous le dire, c'est l'asthme. D'accord ? Donc dans l'asthme, il y a une contraction du muscle bronchique qui va diminuer donc le diamètre des voies aériennes et entraîner du coup un effort, le fait que le diaphragme, les muscles inspiratoires doivent fournir un effort supplémentaire pour arriver à vaincre cette résistance. Et donc évidemment, le risque, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, il y a un épuisement musculaire et donc il y a une détresse respiratoire. Ben voilà, c'est ce que j'ai mis. Donc là, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire avec une contraction du muscle bronchique en réponse à des stimuli divers. Les allergènes, bien sûr, mais aussi le froid, l'effort et d'autres, le stress. C'est ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire que le muscle bronchique va répondre, va se contracter dans des situations où normalement, il ne se contracte, chez un sujet sain, il ne se contracte pas. Alors il y a à la fois une contraction du muscle, il y a en plus un infiltrant inflammatoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc on appelle ça une hyperréactivité bronchique. Donc il y a une diminution du calibre bronchique, donc une augmentation de la résistance et une diminution des débits bronchiques. Et puis dans les bronchopathies liées au tabac, ce qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives et post-tabagiques par exemple, dans ces cas-là, il va y avoir aussi une augmentation des résistances des voies aériennes, à la fois parfois aussi par hyperréactivité bronchique, mais surtout soit par destruction, soit par des voies bronchiques obstruées ou remaniées, qui font que du coup, il y a une augmentation donc, des résistances des voies aériennes. Alors comment est-ce qu'on peut les explorer ? Eh bien, autant pour le poumon, on va explorer par des volumes, il y a des volumes qu'on va mesurer. Là, pour les bronches, on va mesurer du débit. Alors, les débits bronchiques, ils sont mesurés donc, à l'hôpital ou enfin au laboratoire en faisant souffler le patient dans ce qu'on appelle un pneumotachographe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des faisceaux de tubes fins que l'air va traverser donc avec un écoulement laminaire et on va prendre des pressions en amont, en aval des tubes et ça va permettre donc de mesurer les différences de pression. R, la résistance ici, elle est connue et donc du coup, on va mesurer les variations de débit. Et si on regarde, on regarde sur le temps de la mesure, on peut avoir donc, par l'intégrale du débit, on va avoir les volumes. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? Eh bien, il y a plusieurs débits qu'on peut mesurer. Le plus important, celui qu'on vous demande de connaître, celui sur lequel vous allez travailler en ED, c'est donc ce VEMS, qui en fait est le volume expiratoire maximal à 1 seconde. Donc c'est ce volume, ce débit-là, donc c'est le volume que l'on va expirer en 1 seconde, et il va être mesuré donc à l'aide de ce pneumotachographe en réalisant une manœuvre d'expiration forcée. C'est-à-dire qu'on va demander au patient d'inspirer à fond. Quand il inspire à fond, il est à ce qu'on appelle la capacité vitale, et là on lui demande d'expirer à fond. Donc beaucoup plus que ça, bien sûr, je n'ai pas bien fait du tout là, mais il a très fort et longtemps surtout. C'est-à-dire qu'il va expirer toute sa capacité vitale. Ce qu'on obtient, c'est cette courbe-là en fait, c'est la courbe débit-volume. Là, on l'a demandé au malade d'inspirer à fond, et là il va expirer à fond. Ça, c'est le débit expiratoire de pointe, et puis ensuite, on obtient cette courbe-là, donc c'est la variation des débits en fonction du temps. Ici, là, il a inspiré à fond, donc il était à sa capacité pulmonaire totale, il expire à fond, donc il va arriver au volume résiduel. Donc là, on peut mesurer la capacité vitale qu'on va appeler forcée, et on regarde, après 1 seconde, l'appareil nous dit quel est le débit, qui est donc, qu'est-ce que le malade a expiré en 1 seconde, le volume expiratoire maximal à 1 seconde. Généralement, c'est à peu près, enfin la normale, c'est 70 à 75% de la capacité vitale. En 1 seconde, on expire 70 à 75% de la capacité vitale. Et on va dire qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif si le patient a expiré donc moins que 70-75%, et donc si le VMS sur CV donc est inférieur à 70-75%. Et là, c'est la courbe volume-temps. Donc ici, c'est la courbe un peu que je vous avais montré les autres fois. Ça, c'est le volume courant. On demande au patient d'inspirer à fond. Donc ici, on est au niveau de la capacité pulmonaire totale. Et puis, d'expirer à fond. Donc là, du coup, ça nous permet de mesurer la capacité vitale. Et en 1 seconde, eh bien, on a
le volume expire en 1 seconde, et c'est donc 70-75% à peu près de la capacité vitale. Et donc, c'est ce qu'on va demander aux patients, donc c'est ce qu'on explore, c'est le débit le plus important à connaître lorsqu'on veut explorer des anomalies bronchiques. Après, si on veut un petit peu regarder mieux et essayer de détailler un petit peu, est-ce que par exemple notre patient va répondre à certains médicaments, on peut faire des tests. Et donc ça va faire appel aux notions du système nerveux autonome. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le système nerveux autonome, il est constitué de deux systèmes, sympathique et parasympathique. Système sympathique, le médiateur c'est la noradrénaline. Système parasympathique, le médiateur c'est l'acétylcholine. Alors la particularité du musculolyse bronchique, c'est qu'en fait il n'est pas innervé, il n'est innervé que par le parasympathique. Il n'est pas innervé par le système sympathique, mais il existe des récepteurs. Donc, et de base, on a un petit tonus parasympathique. Donc de base, on a une petite contraction du musculolyse bronchique. On peut demander, si on voit que le patient a un trouble ventilatoire obstructif et qu'on veut regarder s'il a une part d'hyperréactivité bronchique, donc si le muscle bronchique est un petit peu trop contracté, on va pouvoir lui donner des bêta-2 agonistes, donc la ventoline, et regarder donc s'il y a une relaxation. C'est-à-dire qu'on refait un quart d'heure plus tard une nouvelle exploration de courbe débit-volume et on regarde si le VMS s'est amélioré. Au contraire, si on a un patient avec une exploration fonctionnelle normale de base, on peut essayer de rechercher est-ce qu'il a une hyperactivité bronchique. Et donc à ce moment-là, on va lui donner des agonistes des récepteurs muscariniques, un équivalent d'acétylcholine. On donne pas l'acétylcholine, parce que l'acétylcholine c'est assez désagréable comme médiateur. Donc on va donner un médiateur qui ne va pas passer dans la circulation, mais qui va aller stimuler les récepteurs muscariniques du musculolyse bronchique à des doses où normalement les sujets sains ne répondent pas. Et si on obtient, donc après on donne une petite dose, ensuite on fait souffler le patient. Si on obtient une chute du VMS qui est de 20%, c'est la définition, à ce moment-là, à certaines doses de l'agoniste muscarinique, à ce moment-là, on va dire qu'il y a effectivement une hyperactivité bronchique. Ça veut dire que le patient, en fait, a eu une contraction de son musculolyse bronchique, et donc on a créé une obstruction des voies aériennes, alors que chez un sujet sain, on n'aurait rien. Bon, évidemment, après, on lui donne de la ventoline pour le refaire venir normal.